Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, pendant cette vidéo, ou bien durant cette vidéo-là, on va essayer de vous présenter quelques exercices concernant le volcanisme et les déformations tectoniques pour la préparation pour le contrôle numéro 2 de ce premier semestre. Alors, je me suis concentré ici sur les exercices concernant la restitution des connaissances et la deuxième vidéo, Inch'Allah, je vais vous présenter quelques exercices concernant le raisonnement scientifique et la communication écrite. Ala barakatillah. Alors, commençons par la restitution des connaissances. On vous demande de définir les mots et les expressions suivantes. C'est quoi une roche magmatique? La structure microlithique, pâte de verre et un cristal. C'est quoi tous ces éléments-là? Donc ici, roche magmatique, bien sûr, du mot là, on peut en tirer le magma. Et aussi structure grenouille, je m'excuse. Alors, donc c'est une roche formée à partir d'un magma, c'est très simple. Structure microlithique, dans la structure normalement, il y a normalement deux types. La structure grenouille, structure microlithique, celle-là. Donc on peut en tirer un mot pour se rappeler microlithe, c'est-à-dire de petits cristaux. Donc se dit des roches formées de cristaux de différentes tailles et d'une pâte de verre, c'est-à-dire la pâte de verre qu'on va définir ici. Alors c'est quoi la pâte de fer? Alors donc exemple, le basalte, c'est une roche qui a une structure microlithique, donc il a de gros cristaux, de fines cristaux, des gros et des petits, et des moyens, ainsi que matière non cristallisée, c'est la pâte de verre. Donc c'est quoi la pâte de verre? Bien sûr, on vient de le dire, c'est une matière solide non cristallisée, on dit aussi amorphe. Donc c'est quoi un cristal? Je vais vous présenter un exemple d'un cristal ici. Donc sa définition est la suivante. C'est un solide dont les constituants, les atomes, les molécules ou les noms qui les constituent, sont assemblés d'une façon ordonnée par opposition au verre. C'est-à-dire le verre, il n'a pas cette structure-là. Donc structure grenouille, c'est à l'opposé de la structure microlithique. Alors cette structure grenouille, normalement, c'est qualifié une roche totalement cristallisée sans pâte de verre. Exemple, le granit, ou bien d'autres roches qui ressemblent au granit, où la roche elle est totalement cristallisée sans pâte de verre. Alors, deuxième exercice, on vous demande de signaler les vrais et les faux des propositions données dans ce tableau-là. Donc, c'est quoi une roche magmatique? Plutôt, une roche magmatique résulte d'une éruption volcanique. Est-ce que c'est vrai ou non? Une roche volcanique est une roche magmatique. Le basalte est une roche volcanique. Pardon. Le granit est une roche plutonique. Plutonique, c'est-à-dire du pluton qui se forme à l'intérieur de la Terre et refroidit à l'intérieur de la Terre. La pâte vitreuse du basalte se forme en profondeur. Pâte vitreuse, profondeur. Bon. Les gros cristaux d'une roche magmatique se forment par refroidissement lent. Vrai ou faux? Bon, reprenons ça. Donc, une roche magmatique résulte d'une éruption volcanique? Bien sûr, il est vrai. Une roche volcanique est une roche magmatique? Bien sûr. Cette roche qui sort par le volcan, normalement, il était dans le magma. Il était issu d'un magma. Alors, le basalte est une roche volcanique? Bien sûr. Le granit est une roche plutonique? Bien sûr, il se forme par refroidissement à l'intérieur de la Terre. La pâte vitreuse du basalte se forme en profondeur? Non, on a dit la pâte vitreuse, c'est une matière qui est amorphe, non cristallisée, donc ça ne peut pas se former en profondeur, parce qu'en profondeur se forment les gros cristaux, les phoniques cristaux. Donc la proposition est fausse. Les gros cristaux d'une roche magmatique se forment par refroidissement lent, bien sûr, donc les cristaux se forment par refroidissement lent. L'exercice suivant, donc vous avez la structure grenouille et vous avez des questions choix multiples QCN. Donc la structure grenouille, il qualifie une roche constituée par de gros cristaux. C'est l'arrangement de cristaux dans une pâte de verre. Se dit d'une roche formée par des cristaux visibles à l'œil nu sans pâte de verre. C'est une roche qui renferme des microlithes, c'est-à-dire de petits cristaux. Donc la structure grenouille, exemple le granit. Alors, est-ce qu'il qualifie une roche conçue par de gros cristaux? Bien sûr. C'est l'arrangement de cristaux dans une pâte de verre? Non, parce que la structure grenouille, c'est-à-dire
une roche qui est totalement cristallisée, donc il n'y a pas de verre. De la troisième, se dit d'une roche formée par des cristaux visibles à l'œil nu, bien sûr, sans pas de verre, voilà. C'est une roche qui renferme des microlithes? Non, il est formé par de gros cristaux. Question suivante, on vous demande d'associer les groupes, l'ensemble, les éléments du groupe A avec ceux du groupe B par ce qui convient. Alors, c'est quoi un cristal? Roche volcanique, microlithe, roche plutonique. Donc, voyons voir le cristal, qu'est-ce qui lui correspond ici? Voilà, c'est l'état solide et minéral caractérisé par un arrangement de ces atomes suivant les trois dimensions. Roche volcanique, bien sûr, c'est une roche, voilà, qui est constituée à partir du magma. Donc les microlithes, ce sont des petits cristaux sous forme de bâtonnets, petits de bâton. Donc roche plutonique, par exemple, le granit, il est formé à l'intérieur par refroidissement du magma à l'intérieur de la Terre, refroidissement lent. Toujours, on vous demande d'associer les éléments de l'ensemble A à ceux de l'ensemble B. Phénocristal, verre, magma, structure. Donc, si vous ne comprenez pas les phénocristaux, vous allez essayer de répondre à ces trois-là, et le reste, c'est cela. Parce que normalement, parfois, il y a des mots que vous n'avez pas rencontrés pendant le cours. Donc, commençons par, alors, le verre, vous le connaissez, magma aussi, structure. Donc, phénocristal, c'est un cristal qui est visible à l'œil nu, des gros cristaux. Alors le verre, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, c'est une matière normalement qui n'est pas cristallisée, pas amorphe. Magma, alors c'est quoi un magma? D'où vient le magma? C'est une matière minérale en fusion. Et A, ça reste la structure, on dit structure microlithique ou bien structure grenouille, c'est la disposition des minéraux dans une roche les uns par rapport aux autres. Alors ici, vous avez un texte et on vous demande de le remplir par ce qui convient. Le quoi est une matière liquide et chaude qui résulte de là, quelque chose partiel, c'est-à-dire une partie, des roches en profondeur. Deuxième phrase, la formation de gros cristaux est due à quoi? Du quoi en profondeur. Troisième phrase, la pâte vitreuse, bien la pâte de verre, résulte du magma à la. Voilà. Donc ici, c'est quoi? Donc le est une matière liquide. C'est quoi? Bien sûr, c'est le magma. Est une matière liquide et chaude qui résulte de la quoi? Partielle. À l'intérieur de la Terre, il y a fusion normalement partielle de quoi? Des roches en profondeur. La formation de gros cristaux est due. Vous savez déjà que les cristaux se forment par refroidissement lent. Bien sûr, un refroidissement lent du quoi? Voilà, du magma en profondeur. Et ça reste la pâte de vitreuse résulte d'un. Donc ici un refroidissement lent donne des cristaux, alors que le refroidissement rapide, il donne la pâte de verre. Du quoi? Du magma à la surface de la Terre ou bien en contact de l'eau. Exemple, le basalte, qui se forme au niveau d'un dorsal. Toujours, vous avez un texte ici, quatrième phrase. La structure grenouille qualifie une quoi? Constituée essentiellement par des. Voilà. On a dit tout à l'heure que le granit est une roche, et plutôt, exemple de granit, une structure grenouille. Donc la structure grenouille qualifie quoi? Bien sûr, une roche constituée essentiellement par des gros cristaux. Le se forme par fusion d'une entre 100 et 150 km de profondeur. Cette fusion est comment? Car seule une partie de la roche fond, transforme de l'état solide à l'état liquide, en donnant des gouttelettes de liquide plus légères que les roches qui les entourent, c'est-à-dire la densité diminue. Les gouttelettes, voilà, lentement vers le haut et se rassemblent pour former le volcan, sous le volcan, avant qu'il sorte en profondeur quoi. Voilà. Donc le quoi, si le magma se forme par fusion d'une quoi, oui, d'une roche entre 100 et 150 km, la température augmente bien sûr. Cette fusion est, voilà, partielle, pas totale du montant, car seule une partie de la roche fond en donnant des gouttelettes de liquide. Alors ce liquide, normalement, sa densité normalement est faible, donc il a tendance à monter vers le haut.
plus légères que les roches qui les entourent, les gouttelettes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent, c'est-à-dire ils migrent lentement vers le haut et se rassemblent pour former sous le volcan quoi? En profondeur, voilà, un réservoir magmatique avant qu'il sorte ou bien il se cristallise à l'intérieur. Alors, reliez les éléments de l'ensemble A à ceux qui les correspondent dans le groupe B. C'est le groupe B, je m'excuse. Voilà. Donc, rejet de la faille, entrant ici dans la déformation tectonique. Rejet de la faille, subduction, faille normale, pli de flanc du pli et pli couché, des éléments que vous avez rencontrés pendant le cours. Donc, le rejet de la faille, c'est quoi? C'est un type, ce n'est pas un type, la valeur, voilà, c'est une valeur, voilà, du déplacement qui s'est produit entre les deux compartiments séparés. Il y a un rejet vertical et un rejet horizontal. La subduction, regardez ici. Alors, type de pli, ce n'est pas un type de pli. Ça, on l'a dit. Passage d'une plaque océanique sous une plaque continentale. Oui, bien sûr. La plaque la plus dense, la plaque océanique qui est plus dense, il va plonger sur la plaque continentale. Alors, c'est quoi un flanc du pli? Bien sûr, ça concerne les déformations souples. Il est caractérisé un écartement de deux compartiments. Plutôt la faille normale, elle caractérise un écartement. Lorsque les deux compartiments s'éloignent, on parle de faille normale. Le flanc du pli, bien sûr, c'est quoi? C'est un élément d'un pli compris entre deux charnières. La charnière, par exemple, de l'anticlinal avec la charnière de l'anticlinal. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle le flanc du pli, les côtés du pli. Alors, ça va être pli couché, type de pli dans un flanc, un pendage, voilà, de 180 degrés. Alors ici, vous avez un schéma, vous avez rencontré ça pendant le cours, c'est toujours dans la restitution de connaissances, et on vous a donné des éléments pour remplir ce schéma-là. Donc le 1, ça constitue celle-là, le 2, c'est cette partie-là, le 3 normalement, plutôt le 3, cette partie-là, celle-là et celle-là, le 4, c'est là, c'est ça, le 5, c'est cette partie-là qui est en pointille à l'intérieur, c'est imaginaire, le 6, c'est tout ça, voilà, et le 7, c'est ça. Voilà. Donc, commençons par la première. C'est la charnière antique, cette partie-là. L'endroit où il y a le point le plus haut où se ressemblent les couches, on appelle charnière. Deuxièmement, cette sorte de rectangle imaginaire à l'intérieur qui coupe les différentes couches du pli, comme on l'appelle, bien sûr, c'est le plan axial du pli, ou bien sûr face axiale, du pli anticlinal. Alors, le 3, les deux côtés, ce sont quoi? Ce sont les flancs du pli. Le 4, cette partie-là, qui passe par le sommet, c'est quoi? Oui, bien sûr, c'est l'axe du pli. Ici, celle-là, c'est comme celle-là, mais de synclinal. Oui, c'est le plan axial du pli synclinal. Donc, cette partie-là, tout ça, c'est quoi? C'est un anticlinal, bien sûr, et celle-là, c'est un synclinal. Voilà. Alors ici, pour déformation cassante, vous avez toujours la même chose à remplir, bien légender ce schéma-là. Donc vous avez ici, lorsqu'il y a une faille de compartiment qui s'éloigne, bien se rapproche, c'est une faille normale. Ici, vous avez un bloc qui va vers le haut et un bloc qui va vers le bas. Cette partie-là consiste celle-là, voilà. Donc les flèches vous indiquent le sens du déplacement et vous avez à remplir celle-là. Bon, commençons par numéro 1. Alors numéro 1, c'est miroir, c'est la surface sur laquelle s'est glissé le compartiment qui s'est abaissé. Le deuxième, numéro 2, c'est un compartiment abaissé. Et le 3, c'est le compartiment qui est soulevé. Alors le 4, le R1, c'est-à-dire la mesure de déplacement vertical des deux compartiments, de déplacement du compartiment qui s'est abaissé, on l'appelle le rejet vertical. Et la distance de déplacement horizontal, c'est un rejet horizontal. Et voilà le titre des éléments de la faille. Alors ici, vous avez un texte à remplir par les éléments qui sont indiqués ici. Donc les déformations tectoniques résultent de l'effet de quoi? Vous allez chercher le terme qui correspond, qui peuvent être ou bien d'après lesquels on distingue
oui, de déformation tectonique. Les couches les plus sont affectées par des et se trouvent près de la surface. Mais les couches, voilà, sont affectées par des qui se situent en profondeur, car là, augmente sous l'action de quelque chose et autre chose. Donc, les déformations tectoniques résultent de l'effet de quoi? Bien sûr, des forces qui peuvent être, vous avez les deux, forces extensives ou voilà, extensives et compressives, d'après lesquelles, ces deux forces-là, on peut distinguer deux sortes de déformations tectoniques, les cassantes et les souples. Donc, les couches les plus voilà, solides sont affectées par quoi? Bien sûr, des déformations cassantes, ce sont les failles. Et se trouvent près de la surface, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se tenir dans la surface, donc ils ont tendance à se casser, c'est-à-dire donner des failles. Mais les couches, voilà, les couches souples sont affectées par, voilà, plissement qui se situe en profondeur, car là, oui, ductilité, ils sont ductiles, augmente sous l'action de quoi? Deux éléments qui sont à l'intérieur de la Terre qui rend la roche ductile, c'est l'élévation de la température et quoi? Et aussi la pression. Alors, merci de votre attention. Comme d'habitude, je vais vous laisser avec ce philosophe qui a dit que le plaisir dans le travail, mais la perfection dans le travail, c'est un philosophe grec, Aristote et Polymath. Bon courage, à la prochaine fois, Inch'Allah.